Bonjour Aurore, Bonjour Céline. je suis ravie de te retrouver une fois de plus pour un podcast dégustation aujourd'hui. Alors tu nous l'avais promis, on quitte le sud de la France et on va découvrir d'autres régions de France. Alors, laquelle aujourd'hui? Aujourd'hui, direction Bordeaux. C'est une Yes. grande région viticole. Alors, je pense que tu adores ces vins-là en plus. Oui, oui, oui. Parler. Donc, voilà, c'est l'occasion et c'est la première, ce ne sera pas la dernière, crois-moi. Et on va où exactement dans cette grande région viticole, comme tu viens de le Alors, dire? regarde. Aujourd'hui, je te présente directement le vin, comme ça on va pouvoir en parler un tout Oui, petit peu. On va partir sur le château des Annereaux et sur un oui, Lalande de Pomerol. Alors, tout ok, d'abord, avant de déguster le vin, on va faire une petite, comment dire, un bref aperçu de la situation géographique des vins de Bordeaux. oui. Pourquoi? Parce que Bordeaux, je pense que c'est une grosse appellation, c'est une grosse région viticole avec de très nombreuses appellations. On parle souvent de la rive gauche, de la rive droite. Parfois, c'est pas super évident de pouvoir s'y retrouver. Donc, j'ai essayé très brièvement de te synthétiser tout cela et de te donner un petit peu les caractéristiques de chaque rive, à commencer par la rive gauche, donc, qui est la région phare des vins de Médoc et les Graves. Donc, c'est deux noms que l'on entend très souvent, qui reviennent très régulièrement. Ce qui va faire un petit peu la différence, évidemment, mais ce sera la situation géographique tout d'abord. Un des critères principaux, on ne va pas tous les faire, mais ça va être surtout les cépages aussi que l'on va utiliser. Donc, sur cette rive gauche, dans l'appellation des vins du Médoc, on aura comme cépages principaux le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Dans cette zone du Médoc, on va aussi avoir deux sous-appellations régionales. Donc, les vins du Médoc classiques vont être plutôt au nord de la rive gauche et en dessous, les vins du Haut-Médoc. Et là, on va retrouver des grandes appellations, des grands noms que l'on connaît bien. Pour te les citer un petit peu, quelques exemples: Saint-Estèphe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien. Donc, tout ça, c'est rive gauche. La deuxième appellation dont je t'ai parlé, c'était les Graves. Les Graves, là aussi, on a deux grandes appellations dans les Graves. On va avoir les Graves classiques, c'est pas péjoratif du tout, mais c'est comme ça, qui vont être un petit peu plus légers, qui vont être un peu moins concentrés, qui vont être un petit peu moins complexes d'un point de vue aromatique. Et puis on aura aussi les vins de l'appellation Pessac-Léognan, où là c'est une concentration de grands crus, une concentration de grands châteaux, pour n'en citer qu'un ou deux: Malartic-la Gravière, Château Ombrillon par exemple, qui sont des grands noms très connus sur cette rive gauche. Nous, avec notre Lalande de Pomerol, on va partir de l'autre côté, sur la rive droite. Rive droite, là, il y a deux grands noms à retenir. Tout d'abord, les vins de Saint-Émilion et les vins de Pomerol. Ce qui va faire la différence aussi, les cépages principaux, ça va être le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, qui sont les deux grands cépages, et du Merlot aussi, que l'on va retrouver un petit peu partout. Alors, si on parle justement de notre Lalande de Pomerol, donc on est bien sur notre rive droite. D'un point de vue cépage, on va retrouver donc ces trois grands cépages avec beaucoup de merlot. Le merlot, donc cépage majoritaire parce qu'il va être représenté ici à 90% dans cette bouteille. Le merlot, dans un assemblage à Bordeaux, il va apporter de la rondeur, il va apporter de la finesse. Il aura aussi une très large palette aromatique qui va être hyper intéressante dans l'assemblage. On va avoir ensuite, je t'en ai parlé, du Cabernet Franc. Là, il va être en plus petite portion, on n'aura que 8% donc, dans cette bouteille-ci. Le Cabernet Franc, lui, il va apporter la structure, la charpente à notre vin. Le troisième, ça va être le Cabernet Sauvignon, tout petit pourcentage ici également, mais lui, c'est ce qui va apporter à la fois cette couleur intense que l'on va avoir tout à l'heure à la dégustation et le côté un petit peu corsé, un petit peu intense que l'on aura sur notre. Voilà, donc ça, c'est un petit récapitulatif de tout ça. Eh bien, merci pour ce beau résumé de la région viticole de Bordeaux. C'est quand même, faut le dire, incroyable pour une région comme celle-là, et on le sait, hein, Bordeaux est effectivement bien connu, mais d'avoir autant d'appellations, autant de domaines aussi très certainement très 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 nombreux dans cette région. On retrouve, tu le dis, des cépages similaires, donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à avoir une certaine cohérence malgré tout dans tous ces vins, ou est-ce qu'on peut vraiment sentir pour certains je dirais, pas de côté ou quelque chose de différent? On peut toujours avoir quelque chose un petit peu différent à côté, forcément, mais c'est vrai que comme chaque région viticole de France, il y a des cépages qui vont être plus, déjà qui vont faire partie du cahier des charges, donc qui vont être majoritaires et que l'on va retrouver comme la plupart de l'encépagement.
Et puis surtout, ce sont des cépages qui vont s'adapter au climat, aux conditions du sol. Là, on va être sur un climat qui va être beaucoup plus océanique du côté de Bordeaux, donc avec beaucoup plus de pluie que les côtes de Provence dont on a parlé avant. On va tailler la vigne différemment, le sol est complètement différent, le terroir est complètement différent aussi. Donc effectivement, on va avoir des grands cépages majoritaires, principaux, qui vont être le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc. À côté de ça, on pourra retrouver par exemple d'autres cépages type Petit Verdot, on en parlera une prochaine fois, qui est un petit peu moins connu, mais qui fait aussi partie de l'encépagement des vins de Bordeaux. Bon, quoi qu'il arrive, les vins de Bordeaux ont quand même une typicité qui leur est propre. Maintenant, c'est pas parce que c'est des vins de Bordeaux qui vont tous être similaires. Et si on se situe sur la rive gauche, sur la rive droite, plus au nord, plus au sud, rien que les conditions météo vont être complètement différentes. Et tout ça, ça va jouer aussi. D'où cette diversité de vins de Bordeaux, de nombreux châteaux que l'on a, de plein de choses. Énormément de choses à goûter et à déguster. Et à découvrir, évidemment. Ici, pour la lande de Pomerol, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce domaine? C'est un vieux domaine, entre guillemets, est-ce qu'il est établi depuis longtemps? Oui, c'est aussi un domaine qui existe. Moi, j'aime bien les vieux domaines dans la tradition. Donc, c'est un très vieux domaine qui existe depuis des siècles, depuis des générations et des générations. Aujourd'hui, ce sont deux frères qui ont repris ça, qui ont décidé de moderniser toute la cave depuis la cave qui avait été construite par leur grand-père il y a 100 ans. Aujourd'hui, c'est le fils d'un des deux propriétaires qui est aussi en train de reprendre un petit peu la suite des parents. Donc, pour eux, c'est vraiment un domaine de passionnés et de tradition. Historique, oui. Historique sur Bordeaux, tout à fait. Voilà, et c'est un domaine chargé d'histoire pour le coup. Et les vins, ça se ressent aussi forcément. Après, ce qu'on peut dire également là-dessus, ça va être le millésime. Parce que là, on a un millésime 2007 sur cette bouteille. Oui, incroyable ça quand même. Oui, alors, on se fait un petit peu plaisir pour le coup. Oui, il me semble, oui. C'était une année importante pour ce domaine dans le sens où c'était le début de leur conversion vers l'agriculture biologique. Donc, on en a déjà parlé quand on passe quand on se convertit vers un label environnemental, que ce soit l'agriculture biologique, le haute valeur environnementale ou peu importe, il y a toujours une période de conversion de 3 ans pendant laquelle on doit se mettre aux normes. Et donc, 2007 a été la première année où ils ont entamé cette conversion vers le bio. Et donc, ils ont été officiellement bio en 2010 et leur premier millésime bio était bien celui de 2010. Ok, donc celui-là, on ne va pas encore retrouver de label ni quoi que ce soit, mais la reconversion a déjà démarré et tout le travail est déjà là quelque part. C'est ça. Oui, ok. Très bien. Et en quoi ça consiste chez eux, cette reconversion vers le bio? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Alors, la conversion, elle existait déjà avant aussi. Pour eux, ça n'a pas été un changement radical non plus de se dire comme ça y est, souvent, hein. Comme très souvent. Après, là où c'est important aujourd'hui, c'est qu'ils ont quand même forcément cette démarche environnementale éco-responsable qui est très importante. Ils sont très axés sur le développement de la faune et de la flore, sur le respect du terroir, sur le respect du sol. Bon, c'est un peu les grands principes de l'agriculture biologique que l'on a déjà vus, mais c'est hyper important pour ce domaine justement de travailler dans cette dynamique. Est-ce qu'on goûte ce que ça donne? Alors là, on a une jolie couleur plutôt violine, quand même, qui est assez sympathique. On voit quand même déjà le côté un petit peu évolué du vin aussi. Il est très très foncé, non? Oui, il est très foncé. Oui, ok. Je t'avais conseillé de l'ouvrir à l'avance. Effectivement, il n'en sera que meilleur. C'est sûr. En plus, on est sur un millésime un petit peu âgé. Donc, surtout, on ne va pas le violenter, ce vin. On va y aller vraiment tranquille. On l'aère suffisamment tôt. On peut même le carafer peut-être légèrement, attention, tout doucement aussi. Mais je pense que justement, ça ne peut être que bénéfique pour que justement les arômes se développent et s'aèrent un petit peu plus par la suite. C'est ça. Avec un parfum effectivement très prononcé. Hein. C'est très prononcé. Il y a une belle complexité aromatique déjà. C'est l'âge qui fait ça, qui rend ce parfum plus affirmé? Avec l'évolution dans le temps, effectivement, les arômes vont évoluer aussi. Ça installe. Voilà,
bon, le côté puissant, celui-là, il était déjà de base. Mais là, par exemple, on a des arômes au nez déjà qui vont être légèrement fumés, un peu épicés, un peu boisés. Mais c'est un peu l'évolution normale du vin aussi qui va développer les arômes dans ce sens-là. À côté de ça, on a des arômes qui vont être bien présents aussi de fruits rouges, de fruits noirs écrasés. La cerise, oui, là, ouais. Moi, je sens la griotte ou ouais. Mais ce côté fumé, ça vient déjà de l'évolution de notre vin. C'est ça, de sa vieillesse, quoi, quelque part. Et voilà, ça vieillit on aurait pu le attendre encore avant de l'ouvrir, un 2007 comme ça? On peut encore le garder quelques années, celui-là. Je pense c'est vrai 5-6 ans facilement. C'est un vin qui, alors il faut le goûter, mais je pense comme avant, qu'il peut avoir encore un très beau potentiel de garde. Hein. Ok, goûtons ça alors. Goûtons ça. C'est très souple. C'est très souple, oui. C'est ample sans être ouf, sans être trop fort non plus. Il a une très belle longueur. Hein. Il remplit vraiment très fort. Et effectivement, ça glisse comme ça. C'est vraiment très agréable. Une jolie structure tannique, mais qui est vraiment que les tanins justement se sont assouplis avec le temps, d'où cette importance d'attendre un petit peu aussi. Donc c'est pas du tout accrocheur, au contraire. Non, c'est ça, oui. Mais alors par contre c'est du velours, quoi. Complètement. Et d'une douceur comme ça malgré tout. À nouveau, je sais que j'utilise pas bien le mot doux, mais c'est la sensation que ça me voilà, ce côté effectivement velours, un peu oui, une douceur, vraiment. Voilà, ça enrobe, ça tapisse mais soyeusement, tout en étant bien présent, et surtout il y a une très très longue persistance aromatique. Ah, je l'ai encore là, c'est fou quoi. Oui, non, mais c'est très intéressant du coup, ça le rend vraiment, ça donne une qualité comme ça supplémentaire, je trouve, au vin qui est franchement agréable, quoi, hein, vraiment. Avec quoi est-ce qu'on boit ce vin, alors, idéalement? Là, on a une très très large palette de plats pour accompagner ce type de vin. On peut commencer par une belle planche de charcuterie, on peut commencer par une viande rouge, du gibier, avec là la saison hivernale qui va arriver, un bon fromage, un bon camembert, quelque chose. Voilà, je pense que... ça donne envie, on voit ça. Un fromage un peu vieilli, hein, affiné déjà, bonne période d'affinage, je pense que ça peut très bien le faire. Ok. Petite anecdote quand même qui m'a fait sourire, c'est que je me suis un petit peu renseignée, et sur leur site internet, ils conseillaient de boire ce vin, entre autres, pour épater beau papa. Je trouvais ça génial. Ok. Voilà, donc c'est un vin qui en met plein la vue et plein les papilles. Je trouvais ça hyper sympa comme description sur leur site. Ah, super chouette, effectivement. Écoute, merci Aurore pour ce beau partage, cette belle dégustation. Maintenant, on va le savourer comme il se doit, ce vieux vin, si on peut déjà dire que c'est un vieux vin. Merci beaucoup Aurore. Céline, à très bientôt. À bientôt.